Data Studio. Ok, donc, l'avantage de Google Data Studio, c'est qu'il est intégré à tous les autres outils, d'accord? Tous les autres outils de la suite Google. On va pouvoir générer des rapports et des visualisations qui sont top sexy en connectant Data Studio à tous les autres produits, d'accord? Donc en fait, on va importer les données là-dedans, puis on va pouvoir les visualiser de manière sexy. La grande force de cet outil, je le dis, je le répète, c'est vraiment d'être connectable avec tout le monde. On va y revenir. Donc on va pouvoir créer des dashboards quand on jette, d'accord? C'est tout de suite beaucoup plus sexy que ce qu'on pouvait avoir, enfin ce qu'on peut toujours avoir dans l'interface des outils, d'accord? Les Search Console, les Google Analytics, y compris les Google Ads. La plupart du temps, c'est des tableaux de données, c'est pas très digeste quand on va aller voir son chef ou son exécutif et qu'on va lui dire, voilà, bah, c'est mieux d'avoir des bonnes visualisations, c'est clair. Ce qui est appréciable aussi, c'est qu'ils sont pas figés, d'accord? C'est des dashboards qui vont être dynamiques. On va pouvoir modifier certains éléments dessus, d'accord? Si j'ai une commande de filtre, je vais pouvoir filtrer certains de mes graphiques et ils vont changer. Si j'ai des plages de dates, je vais pouvoir modifier les dates et du coup les données vont changer. Donc le rapport, il est créé, il est là, c'est un espèce de template, mais il est ajustable dynamiquement, d'accord? Bonjour. 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 Alors, il y a des chaises dans la salle là-bas, ça c'est sûr. Maintenant, la place, il y a une rangée de libres ici, si jamais. Qu'est-ce qu'on disait? Des rapports sexy, des rapports modifiables dynamiquement. Alors, comment ça fonctionne? Là, on est vraiment sur la vision globale, d'accord? Comment ça fonctionne, vue d'aigle, là, à 200 mètres au-dessus? D'abord, on connecte une source de données, d'accord? Donc, vous vous rappelez, je vous ai montré tout à l'heure les différents produits Google. Donc ça peut être autant de sources de données possibles. Et puis, on va pouvoir, on le verra après, connecter d'autres sources de données. En fait, on peut connecter ça avec à peu près tout et n'importe quoi. C'est ça qui est excellent. Si vous voulez monitorer, je dis n'importe quoi, j'ai un copain qui a fait ça, il monitorait le nombre de cafés qu'il prenait par jour. Et il le regardait, il le visualisait dans Data Studio. C'est assez simple à faire. Ou pas, il avait connecté sa cafetière et ça envoyait des données dans un Google Sheet et le Google Sheet était ensuite connecté à Data Studio et il pouvait suivre sa consommation de café. J'avoue que mon copain est un peu geek, mais il est très sympa. Bref, donc on peut connecter à peu près tout et n'importe quoi. Ensuite, on va visualiser les données de manière sexy, donc c'est ce qu'on a déjà vu, et le tout dynamiquement. Et enfin, on va pouvoir partager les rapports. Et on a une capacité de partage qui est très intéressante avec différents niveaux de permission. On verra ça un petit peu plus tard aussi. Là, c'est vraiment pour vous donner un peu le plan et la vision globale. Une myriade de connecteurs. C'est ce que je disais tout à l'heure. On a pour l'instant 180 connecteurs. C'est-à-dire qu'on peut connecter à 180 outils, 180 sources de données différentes. Ça commence à faire beaucoup. Et ça commence vraiment à être intéressant. De nombreux templates copiables. Alors, juste, je vous montre, parce que l'idée, c'est aussi que ce soit dynamique et puis qu'on puisse interagir et regarder en temps réel. Donc, si vous allez sur datastudio.google.com, vous allez avoir donc bien sûr l'overview. Qu'est-ce que c'est que Data Studio? Donc là, c'est la page où il nous explique. Et puis après, derrière, on peut voir, donc on a la galerie avec ce qu'ils appellent des features. Donc là, bah, c'est soi-disant les meilleurs. On va avoir des templates marketing. Ça, c'est plutôt pour les produits Google. Et puis derrière, on va avoir aussi une communauté. Donc c'est des gens comme vous et moi qui font des dashboards. Et puis, ils sont beaux, ils sont utiles, ils sont réutilisables par d'autres personnes. Alors, ils les chargent gratuitement sur la communauté. Et puis, nous, on peut simplement les ouvrir et les copier. D'accord? Donc, il y a vraiment une espèce de communauté derrière. Et on va être capable de profiter du travail des autres
Et à contrario, si on se sent l'âme de quelqu'un qui partage et qu'on a fait un gros travail et qu'on est fier de son travail, on va pouvoir l'uploader sur la galerie pour que d'autres en profitent. C'est le même principe que pour Google Analytics. On peut faire la même chose sur Analytics, on va créer des dashboards, on va créer des segments, on va créer des objectifs, puis on va pouvoir les partager à la communauté et vice-versa. On va pouvoir aller piocher dans des choses qui ont déjà été faites par d'autres pour ne pas avoir à tout refaire. Les connecteurs, je voulais vous montrer aussi. Donc les connecteurs, évidemment, les produits Google, comme je vous disais tout à l'heure, ils sont quasiment tous là. Donc on va pouvoir connecter ça, Data Studio, à toutes ces sources de données. Et puis, derrière, il y en a énormément. Donc ça, c'est des partenaires. En fait, il faut savoir qu'il y a un business qui s'est ouvert. Au moment où Google, ils ont sorti cet outil-là, ils étaient compatibles qu'avec eux-mêmes et leurs produits. Et puis, forcément, ça a ouvert un nouveau boulevard, un nouveau marché. Donc, il y a des gens qui se sont dit, nous, on va développer des connecteurs pour des produits qui ne sont pas Google, puis on va les vendre. Donc, il y a des gens qui ont fait ça. Il y a des gens qui ont fait des connecteurs et puis qui sont gratuits, un peu comme sur le principe de la communauté. Et finalement, on va être capable de connecter vraiment à énormément de choses. Et la plupart du temps, ces connecteurs, ils ne vont pas coûter bien cher. Je pense notamment à un outil qui s'appelle Supermetrics. Supermetrics, il a un connecteur pour Data Studio et il va permettre de connecter Data Studio à peu près toutes les autres sources de marketing qui nous intéressent, que ce soit Bing, Facebook, LinkedIn, etc. Et ça doit coûter 29 $ par mois, je crois. Donc vous voyez, ça ne va pas chercher bien loin non plus. Ouais, ça marche bien, c'est un des meilleurs. Ouais. Après, si tu cherches un peu, tu peux éventuellement trouver des meilleures affaires sur des connecteurs spécifiques, mais celui-là, il te connecte quasiment à tout le reste et il est vraiment intéressant. Ouais. Le support, il est super. Ouais, le support est super. Bon, j'ai jamais eu affaire au support, mais en tout cas, ils sont top. Ok. Bonne information, merci. Maintenant qu'on a vu la vision globale, on va commencer à aller un petit peu dans l'outil. Et on va commencer à voir l'interface. Donc, une fois qu'on a le compte qui est créé, hop, non. Donc créer un compte, je veux dire, c'est tout bête, hein. Il suffit d'avoir un compte Google qui soit actif. Qui n'a pas de compte Google aujourd'hui? C'est pas possible, je ne vous crois pas. Et une fois que vous avez un compte Google, vous allez sur datastudio.google.com et là, vous pourrez accéder à cette interface. Donc au début, ce sera vide et c'est normal. Puis au fur et à mesure où vous aurez des rapports, ça va se remplir ici. Donc là, on est sur les rapports par défaut. On peut également voir les différentes sources de données. On va revenir sur ce que c'est qu'une source de données. On peut voir nos rapports, ceux dont on est à l'origine, c'est moi qui les ai créés. On peut voir aussi des rapports qui ont été partagés avec nous, parce que les rapports se partagent facilement, d'accord ? Donc on peut partager sans problème les rapports et y accéder ici. On va pouvoir faire une recherche aussi. Quand on commence à avoir beaucoup de rapports, on va aller chercher pour pouvoir faire remonter ceux qui nous intéressent. Vous m'arrêtez, vous me posez des questions en cours si jamais, il n'y a pas de souci. Ensuite, on va passer dans l'interface du rapport. Maintenant qu'on a vu l'interface globale où ils sont stockés, comment on peut les rechercher, voir les nôtres, voir ceux qui sont partagés, on va vouloir créer un nouveau rapport. Donc créer un nouveau rapport, c'est relativement simple. C'est la flèche qui est ici, plus, ok. On vient cliquer là-dessus et ça va nous amener ici. Ça nous amène ici sur une feuille blanche. Et la première chose qu'il va nous demander, c'est d'ajouter une source de données. Parce que lui, il ne peut pas inventer les données qu'on va visualiser. Il a besoin d'une source pour ensuite aller piocher là-dedans et les mettre en forme, visuellement. Petit tour quand même rapide de l'interface avant de progresser. Donc ici, on a un premier menu. Donc là, on va pouvoir partager, on va pouvoir faire une copie. Ça, c'est quelque chose que vous utiliserez régulièrement. On vous partage un rapport ou vous trouvez un rapport en ligne, il vous plaît, il est utile pour vous. Immédiatement, vous en créez une copie.
Et comme ça, vous avez une copie de ce rapport qui est votre propriété, c'est un que vous avez créé pour vous-même. Et finalement, vous avez juste à plugger votre source de données à vous, mais le template reste le même. Si vous trouvez un rapport Google Analytics, vous le trouvez top. Au moment où vous allez créer une copie de ce rapport-là, il va juste vous dire « Ok, je te crée une copie, dis-moi quel Analytics tu veux qu'on mette dedans » et voilà, c'est tout. Donc il faudra plugger la source de données Analytics. Vous pouvez télécharger en PDF, ça c'est assez nouveau. Pendant longtemps, on leur a demandé, puis ce n'était pas possible. Ici, vous avez différentes options. Donc là, c'est pareil, on peut télécharger le rapport. Là, on peut faire un envoi d'email. On peut planifier des envois d'email à des personnes spécifiques sur des rapports spécifiques. Qu'est-ce que c'est que ça? On peut obtenir un lien pour le rapport, on peut l'intégrer. Si à un moment donné, vous avez envie de le mettre dans une page web sous forme d'un iframe, vous pouvez tout à fait intégrer un rapport sur votre site internet. Ok, on peut mettre en plein écran, actualiser, et ça c'est de nouveau effectuer une copie. Je sais que c'est un peu long, mais c'est le début, vous inquiétez pas, c'est normal. Après, vous allez voir les applications et ce qu'on peut faire avec ce truc-là, c'est assez fou. Donc, créer une source de données. Je suis dans mon rapport, il est tout nouveau, je n'ai pas de source de données. On va pouvoir créer une source de données ici. On peut aussi, théoriquement, la créer depuis l'interface où on voit tous nos rapports, mais ce qu'il y a de mieux, c'est de créer le rapport et de créer la source de données dans la foulée. C'est en tout cas pour moi le workflow qui marche le mieux. Donc, comment on crée une source de données? Là, il va nous proposer, ok, tu veux créer une source de données, il n'y a pas de souci. Quel est le connecteur que tu veux utiliser? D'accord? Moi, ceux que j'utilise le plus, évidemment, ça va être ça. Et puis, ça va être ça aussi. Pour les gens qui font du SEO, ils vont beaucoup utiliser ça aussi. Pour les gens qui sont influenceurs, qui font des vidéos sur YouTube, ils peuvent utiliser ça aussi. Vous décidez la source de données que vous voulez utiliser. Alors, admettons qu'on parte sur un Google Analytics. Je dois avoir accès au compte de démo Google. Donc là, on choisit quel compte on veut. Ensuite, on choisit la propriété. Éventuellement, ça peut être bien que je fasse un petit rappel par rapport à ça. Analytics, la structuration du produit, c'est le compte. Le compte, c'est quoi? C'est l'entreprise. À l'intérieur du compte, je vais avoir différentes propriétés. La propriété, c'est quoi? En général, c'est un site web. Et puis, à l'intérieur des propriétés, je vais avoir des vues. D'accord? Des vues, c'est la capacité de voir mes données préfiltrées. Je vais pouvoir avoir une vue pour seulement le trafic qui vient de Google, pour seulement le trafic qui vient de vidéo, pour seulement le trafic qui vient de la Suisse. Vous voyez, la vue, ça permet de voir les données, mais en ajoutant des filtres si on en a envie. Donc, je choisis le compte, la propriété et la vue. Ensuite, j'ai un bouton associé qui vient d'apparaître ici. Là, je vais donner le nom à ma source. Donc, je vais appeler ça Google Analytics Demo Account. J'associe. Ensuite, j'attends 2 secondes. J'ai un nouveau bouton qui est arrivé ici, ajouter au rapport. Donc là, en fait, une fois que j'ai associé la source de données, ici, globalement, il va me lister tous les champs disponibles. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que si par exemple, j'associe, comme on est en train de le faire là, Google Analytics à mon Data Studio, j'ai accès globalement à toutes les métriques, tous les indicateurs de Google Analytics. Je vais pouvoir quasiment tous les utiliser. Il y a quelques exceptions près. Sans rentrer dans le détail, tout ce qui est attribution multicanal, la dernière partie des rapports de Google Analytics, c'est une autre API. Et pour l'instant, ce n'est pas compatible avec ça, malheureusement. Ça va venir, mais pour l'instant, ce n'est pas compatible. Mais en gros, je peux utiliser quasiment tout ce qu'il y a dans Google Analytics. Donc, je l'ajoute au rapport. Si je vais trop vite, vous me dites. Hein. Jusque-là, tout va bien? Oui? Parfait. Tant pis. Donc là, il me dit, OK, tu es sur le point d'ajouter une source de données. Oui, j'ai compris, c'est ce que je veux. Voilà.
Donc maintenant que j'ai ajouté la source de données, il y a ce truc-là qui apparaît, j'y avais pas accès avant. Et puis, il y a ce truc-là également qui apparaît, j'y avais pas accès avant. Et c'est à partir de là qu'on va commencer à pouvoir travailler. Pour vous la faire simple, on va rentrer dans les détails après, mais ici, je vais pouvoir personnaliser les données que je veux mettre dans un rapport et son style, la mise en forme. Et puis ici, je vais sélectionner les types de rapports, les types de graphes, les types d'outils que je veux positionner sur ma feuille. Ok, ça c'est bon. Ça aussi. Allez, on rentre un peu dans le dur. Donc, on a mis une source de données. Maintenant, qu'est-ce qu'on veut faire? On veut créer des graphes. Après tout, il est fait pour ça, cet outil. Donc, on va commencer à créer des graphes. Alors, on vient sur ajouter un graphique. Je vous le dis, je fais une parenthèse. Comme vous voyez, c'est filmé aujourd'hui. Je me suis cassé la tête à faire des slides que je partagerai aussi. C'est mes slides à moi, c'est pas à Google, donc j'ai le droit de les partager. Donc, vous inquiétez pas, vous aurez tout ça en libre accès. D'accord? Je partagerai tout avec vous, il n'y a pas de souci. Comme ça, vous me donnerez votre email et puis je pourrai vous spammer ensuite. Donc, les types de graphiques. Comme vous voyez, on en a beaucoup. On en a beaucoup, on a du choix. Alors, je ne vais pas rentrer forcément dans le détail de tous. Je vais vous en montrer un ou deux au fur et à mesure où on va avancer et créer des choses. Par contre, ce que je vous ai mis dans la présentation, je vous ai mis un truc que j'ai trouvé, que je trouve super clair. Donc là, il y a le lien. Au pire, il y a aussi sur la slide. C'est OK, qu'est-ce que vous voulez montrer? Et en fonction de ce que vous voulez montrer, quel type de graphique va être le plus adapté? D'accord? Parce que avoir un outil comme ça qui permet d'avoir plein de graphiques, c'est bien, mais quand on ne sait pas forcément comment faire et choisir le bon graphique, bah finalement on a une Ferrari puis on roule en première, et c'est dommage. Donc grâce à ça, je ne dis pas que c'est parfait, mais en tout cas ça vous donnera une bonne idée, puis après vous pourrez personnaliser en fonction. Je reviens à la démo. Hop, celui-là je vais le virer. Voilà. Donc admettons que je prenne une série temporelle. Je choisis celui-là. Je viens le mettre ici. Donc il est déjà pré-rempli. J'ai choisi un graphique de série temporelle. J'ai une série temporelle avec des dates ici. Par défaut, c'est 30 jours, les 30 derniers jours. Et puis, là, il me dit que c'est des pages vues. OK ? Maintenant, si on vient regarder ce qui se passe ici, je suis désolé pour ceux du fond, j'imagine que c'est petit. Si jamais vous avez un Data Studio qui est ouvert et que vous faites en même temps, ça va vous faciliter la vie. Si jamais, au pire, comme je disais, il y a aussi les vidéos qui viendront plus tard. Là, la première chose, c'est la source de données. Si j'ai envie de changer et de mettre une autre source de données, je peux. Je peux ajouter plusieurs sources de données à un même rapport. Sur une même feuille comme celle-ci, je peux avoir un graphe de Google Analytics et en dessous un graphe de Google Ads. Si par exemple j'avais envie de montrer des corrélations ou des différences, j'en sais rien, peu importe. Donc je peux avoir plusieurs sources de données. Là, je vais avoir la dimension, d'accord ? Dimension temporelle, donc là on est sur une date. La première dimension, c'est la date. Et ensuite la métrique, les pages vues. Donc il nous montre les pages vues en fonction du temps. Si j'ai envie de changer, je viens cliquer sur la métrique, et puis là, j'ai un sélecteur qui s'ouvre, et j'ai un choix, vous voyez, j'ai beaucoup de choix. C'est toutes les métriques qui sont disponibles. Tout ce que vous voyez dans Google Analytics, tout ce que vous avez disponible dans les rapports, vous les avez ici aussi pour les mettre en forme. Donc là, on était sur des pages vues. Admettons que pour le fun, on ait envie de changer. Je lui dis que j'ai envie de voir des sessions. Je clique sur sessions, d'accord ? J'ai remplacé les pages vues par des sessions. Et maintenant, j'ai les sessions au cours du temps. Bonjour. Non, il n'y a pas de mal. C'est plus le challenge de trouver des chaises. Ouais, plaisir, plaisir. Est-ce que jusque-là, ça va ? C'est pas très compliqué pour l'instant.
Ouais, ça c'est intéressant. Je vous montre. Il y a un problème majeur avec Google Analytics. C'est que la plupart du temps, les gens ne savent pas associer les métriques et les dimensions. Il y a un problème, comment dire, de scope. C'est un peu complexe. Là, on est un peu dans la technique. Comment je peux vous dire ça simplement? Globalement, on ne va pas pouvoir associer certaines dimensions et métriques avec d'autres, parce que ça ne fait pas de sens. D'accord? Par exemple, tout ce qui est lié à la session. La session, c'est la visite. Imaginons que je lui dise, je veux que tu me mettes dans un tableau les différentes pages. Je liste les pages les unes après les autres, et je veux que tu me dises le temps moyen de la session. Eh bien, ça ne va pas ensemble. Là, on regarde quelque chose qui est au niveau de la page, et si on lui demande un indicateur qui est au niveau de la session, ça ne fonctionne pas. La bonne réponse, la bonne métrique à mettre en place, c'est le temps passé sur la page. Ça fait du sens. Et ça fonctionne. Le problème avec Google Analytics, c'est que si vous associez deux mauvaises métriques, il va vous donner des chiffres. Ça n'a ni queue ni tête, mais ça, vous ne le savez pas forcément. Donc, ce qu'ils ont fait, ils ont créé un outil, Dimension et Métrique Explorer. C'est pareil, il y a le lien dans la présentation. Et ici, vous allez pouvoir choisir une première dimension, et puis il va vous rendre disponible uniquement celles qui sont compatibles. Donc, c'est quand même vachement pratique pour ne pas faire de bêtises. Est-ce que j'en ai déjà perdu quelques-uns ou ça va? Je prends ça pour un oui. Donc on a vu comment on va pouvoir modifier les données qu'on va vouloir mettre là-dedans. Maintenant, on est évidemment dans l'onglet données ici, donc tout ça fait du sens, c'est bien. On a également un onglet style. Et quand on clique sur le style, on va pouvoir personnaliser ce truc-là, à quoi ça ressemble. On va pouvoir personnaliser les couleurs, on va pouvoir personnaliser, si on veut, des titres au niveau des axes. On va pouvoir personnaliser si on veut une courbe de tendance. Vous voyez, on va pouvoir modifier pas mal de choses au niveau de l'apparence, du graphe. Donc, vous voyez, admettons, je veux changer sa couleur, je veux mettre des libellés aux données, je veux mettre une ligne de tendance. Je vous montrerai des exemples de choses qui sont assez, à mon sens, abouties, que j'utilise, que j'ai créé moi-même avec Data Studio. Et je vous montrerai à quel point, par exemple, rien qu'une courbe de tendance, ça peut être intéressant. Donc voilà, on peut afficher le titre des axes, on peut mettre différentes échelles, on peut faire plein de choses. Je vous laisserai fouiller les options, tester. Vous faites un graphe et puis vous modifiez les trucs, puis vous voyez ce qui vous plaît. C'est encore le meilleur moyen de découvrir. Je ne vais pas trop vite. On est encore dans les trucs basiques. Donc pour l'instant, je pars du principe que ça va, c'est facile et qu'on peut avancer. Ajouter un sélecteur temporel. Vous vous rappelez, si je reviens ici, ça c'est bien, et je vois sur 30 jours, mais qu'est-ce qui se passe si j'ai envie de voir sur moins ou sur plus? Pour l'instant, je n'ai pas la capacité de le faire. Alors, on va pouvoir ajouter ce qu'ils appellent un sélecteur temporel, une plage de date. Donc c'est la petite icône qui est ici, c'est l'agenda. Je viens cliquer dessus. On voit qu'il me met un petit rectangle, je le pose, en général on met ça au-dessus. Et puis maintenant, peut-être déjà vous parler des options. On a la possibilité, là on est vraiment dans la création du rapport, d'accord ? Dans la création du rapport, c'est là où on détermine et on paramètre les choses. Donc, je lui demande une plage de date, d'accord, mais lui, il va me dire, quelle plage de date tu veux? Donne-moi une plage de date par défaut. Ensuite, l'utilisateur, quand il voit le rapport, il pourra le modifier à sa guise. Mais pour l'instant, donne-moi une plage de date par défaut. Donc, plusieurs options. Soit personnalisé, je détermine la plage de date que j'ai envie. Mettons du 1er mars au 30 juin, ok.
Donc là, forcément, mon rapport il va changer pour refléter la date par défaut que je viens de lui donner. Et puis, j'ai aussi des réglages prédéterminés. Donc, je peux avoir les 7 derniers jours, 14 derniers jours, 28, 30, aujourd'hui, hier. Vous voyez, il y en a plein. Donc, en fait, ils nous mettent à disposition des pré-réglages que vous pouvez adopter pour gagner du temps. Par exemple, je vous le montrerai après, j'ai un dashboard pour monitorer mes comptes Google et par défaut, je le mets sur les 30 derniers jours. Et comme ça, tous les comptes sont aux 30 derniers jours et je vois les différentes tendances et les différents indicateurs. Je vous montrerai de manière plus appliquée tout à l'heure. Donc là, encore une fois, très important, on est sur la création du rapport. Et puis, ici, j'ai un sélecteur et je vais pouvoir passer en mode vue. En mode vue, je ne peux plus modifier rien du tout, je ne fais que voir. Et a priori, c'est ce que verront les gens à qui je vais partager le rapport, les gens pour qui ce rapport il est créé. Donc je passe en mode vue. Donc l'utilisateur final, celui à qui est destiné le rapport, lui, il verra ça. Et il aura sa plage de date au-dessus qu'il pourra modifier s'il en a envie. Vous vous rappelez, je vous disais, l'avantage, c'est que c'est complètement dynamique. La personne qui regarde le rapport, elle a la capacité de modifier les choses que j'ai mis à sa disposition pour être modifiées. Donc là, il peut modifier les dates, mais vous allez voir qu'on peut modifier d'autres choses aussi. Donc là, je me remets en mode modifié. Je repasse en création de rapport. Contrôleur de données. Là, ça commence à devenir intéressant. Donc ici, on a un truc qui s'appelle le contrôleur de données. Donc c'est un espèce de sélecteur, d'accord ? Je vais venir le mettre là à côté, vous le mettez où vous avez envie. Et ce sélecteur de données, c'est quoi ? C'est un outil qui va me permettre de sélectionner les différents comptes Google que j'ai. D'accord ? Là, j'ai mis un sélecteur Analytics. Ça pourrait être un sélecteur Google Ads ou à peu près tous les autres produits Google qui sont connectables. D'accord ? Par exemple, j'ai beaucoup de clients, okay, et j'ai forcément accès à leur Analytics. Donc en fait, sur mon compte Google, je vais avoir accès à peut-être 50 ou 100 comptes Analytics. Ce sélecteur-là, il me permet de faire le template. Je fais le template et je définis les graphes que j'ai envie à l'intérieur. Et ensuite, quand je me mets en mode vue, je vais être capable de switcher d'un compte à l'autre. Donc le template reste le même, ça ne bouge pas. J'ai mis l'intelligence, la réflexion, la segmentation pour pouvoir voir des choses et analyser. Là, on parle beaucoup de voir, de mise en forme, mais vous verrez que c'est un outil d'analyse, c'est extrêmement puissant. Mes analyses, moi, je les fais là-dedans, je ne les fais pas dans les interfaces, je les fais toutes là-dedans, parce que j'ai déterminé et créé des rapports qui sont faits pour me permettre d'analyser et d'aller plus vite. Donc, grâce à ce sélecteur-là, je vais pouvoir passer d'un compte à l'autre et utiliser le template pour visualiser les différents comptes. Que ce qui soit Google Analytics, qu'il soit Google Search Console, qu'il soit Google Ads, qu'il soit Campaign Manager, peu importe. Donc ça, c'est un concept qui est clé. Vous voyez, si je me remets en mode vue, là, j'ai la liste de mes comptes Analytics. Je peux passer dessus les uns après les autres, et finalement, le template restera le même, mais les données vont changer. C'est évident. Donc, ça a été clairement une petite révolution. Ils ne l'ont pas sorti au moment du lancement du produit, ils l'ont sorti quelques mois après. Ça nous a simplifié la vie. Avant, on était obligé de faire un rapport par compte, et puis ensuite, on a eu ce sélecteur, et puis d'un seul coup, on pouvait avoir un template et puis l'adapter à tous nos comptes pour visualiser. Ça, c'est extrêmement pratique. Encore une fois, je reviendrai dessus tout à l'heure, dans le sens où moi, je m'en sers beaucoup, et je vais vous montrer aussi comment je me sers de l'outil. D'accord ? Ensuite, ajouter du filtrage. Il y a un vieil adage d'un monsieur qui s'appelle Avinash Kaushik, que j'aime beaucoup, et qui dit « les données agrégées, c'est de la merde ». C'est mot pour mot ce qu'il dit, et il a raison. Donc, il faut segmenter. D'accord ? Les insights se trouvent dans la segmentation des données. Tant qu'on ne segmente pas, on ne comprend pas vraiment ce qui se passe. Donc, heureusement pour nous, dans Data Studio, ils nous mettent à disposition une commande de filtre et on va pouvoir filtrer nos données. Je vous montre tout de suite.
Je repasse en mode modifié, d'accord? Ensuite, je prends la commande de filtre, juste là-haut. Et puis, je vais aller ajouter mon filtre ici. Ce que j'ai là, vous vous rappelez, c'est les visites au cours du temps pour un compte donné. Ouais. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si je veux voir les visites, mais uniquement les visites qui viennent des résultats naturels, du SEO? Qu'est-ce qui se passe si j'ai envie de faire ça? Eh bien, grâce à ma commande de filtrage, je me remets en mode vue. Je vais être capable ici, donc par défaut, le filtre qui m'a mis, c'est le support. C'est ce qu'on appelle le médium en anglais. Sans trop rentrer dans le détail, c'est un moyen pour Google Analytics de segmenter votre trafic et de le mettre dans des boîtes. Ça vient du référencement naturel, ça vient de la publicité payante, ça vient des réseaux sociaux, ça vient de l'emailing. Et bien, emailing, réseaux sociaux, publicité payante, référencement, c'est ce qu'on appelle des médiums. Et en français, la traduction, c'est support. Voilà, ne me demandez pas pourquoi, c'est comme ça. Donc, admettons que j'ai envie de regarder et de segmenter et de voir uniquement tout ce qui vient de l'organique. Donc ici, vous ne le voyez pas au fond, mais je vous le lis. Ici, c'est tout ce qui est organique. Organique, c'est référencement naturel. C'est un raccourci que je prends. Ça peut être aussi d'autres choses, mais peu importe. Organique, il faut retenir, c'est référencement naturel. C'est vrai dans 95% des cas. Donc là, j'ai mis en place mon filtre. Et finalement, ici, je visualise uniquement les visites qui viennent du référencement naturel. Donc là, j'ai fait une première segmentation. Et là, ça commence à devenir intéressant. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si j'ai envie de segmenter par autre chose? Parce que le médium, c'est bien, mais peut-être que j'ai envie de segmenter par autre chose. Donc si je vais je sélectionne ma commande de filtrage, et ici, de la même façon que pour un graphe, je vais me retrouver avec la possibilité de modifier les données. Donc, je vais avoir la possibilité de modifier la dimension. Donc ça, c'est ce par quoi je vais segmenter. Donc là, on est sur le support. Admettons qu'on veut segmenter par source. D'accord ? Je vais vous montrer et vous expliquer en quoi la source est différente du support. Donc là, je l'ai modifié. Maintenant, je me remets en mode vue. Mon sélecteur est lié à la source et non plus au support comme c'était le cas avant. Et désormais, je vois les différentes sources. Donc Google, Partners, Google.com, Bing, Baidu. Vous voyez, la source au sens Google Analytics, c'est le site, le domaine d'où vient le trafic. La plupart du temps. Après, si c'est... Ouais, si, même pour de l'emailing, la plupart du temps, on voit les noms de domaine aussi. Donc, le médium, c'est des catégories, des grosses catégories. Et la source, c'est quelque chose d'encore un peu plus segmenté. On n'est pas dans une formation Analytics, donc je ne rentre pas trop dans les détails. Si vous voulez des détails sur Analytics, venez aux prochaines formations. J'ai modifié mon sélecteur. Ici, j'ai mis la source. On met ce qu'on a envie, d'accord ? Tant que ça a du sens. Vous pouvez déterminer même plusieurs sélecteurs. Vous allez voir, on va commencer à faire des croisements. Et ensuite, vous pouvez appliquer un filtre, donc seulement à une des entrées, seulement le trafic Google, ou alors vous pouvez tout à fait en sélectionner plusieurs. J'ai pas envie de voir celui-là, j'ai pas envie de voir celui-là, j'ai pas envie de voir celui-là. Et finalement, ce qu'on va voir sur le graphe qui est en dessous, c'est tout sauf ceux que je viens de désélectionner. Ça va ? Ah, vous êtes morts ce matin, c'est assez fou, hein ? Ah, merci. Avec le filtre d'avant, il y avait une catégorie qui s'appelait None. À quoi ça se réfère ? Alors, le médium, le support None, c'est le trafic direct. Parce qu'en fait, le trafic direct dans Google Analytics, la plupart du temps, les gens se disent le trafic direct, c'est les gens qui me connaissent et qui ont tapé mon nom directement. C'est partiellement vrai. Il y a une partie du trafic direct où c'est ça, et il y a toute une autre partie où Google ne sait pas ce que c'est, et donc il le met là-dedans. Moi, c'est ce que j'appelle du trafic poubelle. C'est du trafic qu'on ne peut pas segmenter. Ça vient du direct, on ne sait pas d'où ça vient. Ça peut venir de plein d'endroits. Quelqu'un qui est sur une application mobile et qui clique sur un lien d'application mobile puis qui est redirigé vers un navigateur, il est sur son attel,
et ben lui, la plupart du temps, on va perdre ce qu'on appelle le référent. Donc en fait, il vient de l'application Facebook ou Instagram, mais comme on n'a pas mis des liens traqués, le référent, il saute et il arrive chez nous et on ne sait pas d'où il vient. Donc c'est du trafic mal attribué. D'où l'importance de mettre des tagages spécifiques sur tous les liens pour avoir un volume de trafic direct qui est le plus petit possible. Ça roule ? Par défaut, tout ce que j'ai ici, c'est appliqué au rapport en entier. Mais j'ai aussi la possibilité, et là encore, je vous explique les principes pour commencer, puis je vais vous montrer ensuite comment on s'en sert, comment moi je m'en sers. On a la possibilité d'associer des filtrages à certains graphes uniquement. Donc par exemple, je prends ce truc-là, et puis je fais un clic droit, et je vais les regrouper. Et puis une fois que je les ai regroupés, si j'avais d'autres graphes, je peux vous montrer juste pour la forme. Admettons que je fasse... J'y vois rien, c'est fou ça. Je crois que j'y vois à peu près pareil que vous au fond de la salle. Alors, je mets un autre graphe ici. Puisque ces deux-là sont associés, quand je modifie un truc ici, il n'y a que celui-là qui est modifié, celui-là n'a pas bougé. C'est comme ça qu'on va pouvoir commencer à faire différentes parties d'un rapport avec des filtres pour une partie et d'autres filtres pour une autre partie. Donc il suffit de prendre les parties qu'on veut mettre ensemble et de les regrouper. D'accord ? Je les sélectionne toutes, clic droit, regrouper, et ensuite elles fonctionneront ensemble, plus avec celles qui ne sont pas dans le groupe. Voyons où on en est par rapport au fil rouge. Donc coupler le sélecteur à un graphe, c'est bon, je vous ai montré. Ah, ça c'est intéressant. Ça c'est intéressant. Alors, jusqu'à présent, j'ai fait des graphes temporels. Maintenant, admettons que j'ai envie de faire un autre type de truc. Est-ce que je l'avais mis ? Voilà. C'est une toute petite parenthèse, on reviendra là-dessus après. Ça, c'est mon tableau de bord à moi. Vous voyez, j'ai différents graphes. Là-dedans, j'ai tous mes comptes Google, de tous mes clients. D'accord ? Donc j'en ai plein, et puis j'ai différents onglets. On parlera des onglets tout à l'heure. Vous voyez, on a la possibilité de mettre plusieurs onglets. Qu'est-ce que j'ai fait ici ? J'ai créé différents graphes pour les différents indicateurs qui sont importants pour moi de monitorer. Et puis, j'ai mis des lignes de tendance. Vous vous souvenez, je vous en parlais tout à l'heure. La ligne de tendance, elle permet très rapidement de comprendre où est-ce qu'on va. Et puis, j'ai de la segmentation ici. D'accord ? Donc, campagne, groupe d'annonces, mots-clés, appareil, type de campagne, segmentation, ça c'est les types de conversion. Donc, évidemment, tous ces filtres-là sont appliqués uniquement à ces trucs-là. Les mêmes filtres ici sont appliqués uniquement à ceux-là. Et en gros, en 2 secondes, j'arrive et visuellement, je comprends à peu près où on est dans ce compte. Et s'il y a un truc qui déconne, sans même rentrer dans le compte, sans même aller trop dans le détail, je vais pouvoir commencer à segmenter pour voir d'où vient le problème. Puis ensuite, je vais le noter sur ma to-do. Ok, tel compte, il faut aller regarder ça. J'ai fait un pré-diagnostic, j'ai gagné du temps juste en faisant ça. Et puis, ça, parce que je l'ai élaboré puis j'ai itéré pas mal de fois. Et je me suis dit, les indicateurs ici, sous forme visuelle, c'est top, mais c'est important d'avoir les montants absolus. Donc là, c'est les montants absolus pour les différents indicateurs pour la période donnée. Ok ? Et puis, ce qui était intéressant, ce qui me manquait quand je ne l'avais pas, c'était de pouvoir dire, ok, ces chiffres-là, c'est bien, parce que ça me donne la valeur absolue sur la période, ça me donne une information qui est intéressante, qui est importante, mais il n'y a pas vraiment de contexte. Moi, ce que j'aimerais, c'est pouvoir me dire ça, ok, par rapport à la période précédente, est-ce qu'on a monté ou est-ce qu'on est descendu ? Est-ce qu'on est en plus ou est-ce qu'on est en moins ? Donc là, on va avoir des indicateurs de
de tendance qui vont comparer ce chiffre-là sur cette période-là par rapport à la même période précédente. Là, j'ai 30 jours, je fais ça, et en fait, par rapport aux 30 jours précédents, je suis à moins 13%. OK? Alors, comment on fait ça? Admettons que je veuille refaire la même chose. Donc là, je vais prendre un autre indicateur, un autre type de graphe. Là, j'avais pris des séries temporelles. Maintenant, je vais prendre un tableau de données. Ils appellent ça comme ça. Donc, je le pose là. Par défaut, c'est les pages vues. Vous vous rappelez, je peux modifier ce que j'ai envie ici, l'indicateur qui me plaît. La source de données, je peux la modifier aussi. Si j'avais envie d'avoir, j'en sais rien, la dépense Google Ads, je pourrais tout à fait mettre une source de données Google Ads ici avec le coût Google Ads là-dedans. Et puis, toujours dans les paramètres, on va pouvoir avoir une période de comparaison. Ça se trouve ici, c'est marqué période de comparaison, puis on a un petit sélecteur en dessous. Et puis c'est le même principe que pour le sélecteur de date. On peut choisir les dates qu'on a envie, ou alors on peut utiliser des réglages prédéfinis. Donc moi, ce que j'aime bien faire, c'est période précédente. Et comme je vous l'expliquais, la période précédente, c'est il prend le nombre de jours qu'on a là-dedans et il prend le même nombre de jours dans le passé, juste avant, pour comparer. Mais on a la possibilité, il y a des gens qui aiment bien pouvoir comparer avec l'année précédente, par exemple. Donc on peut tout à fait comparer avec l'année précédente sur la même période. Et ça va venir ajouter énormément de contexte et de valeur à nos rapports. On n'a plus un chiffre pour avoir un chiffre, on a un chiffre par rapport à un contexte. Ça compare la moyenne? Ça compare la valeur absolue. Tu vois, là j'ai 1 139 000 pages vues, et ben, j'en ai 11% de moins que sur la même période avant. Il compare vraiment la valeur absolue. Et puis si c'est des taux, il va comparer les taux entre eux. C'est vraiment juste pour se donner du contexte et avoir une idée de l'évolution. Est-ce que je suis en plus ou est-ce que je suis en moins? C'est la somme de pages vues par jour. Ça, c'est la somme de pages vues sur la plage temporelle. C'est-à-dire que du 1er mars au 30 juin, il y a eu 1 139 000 pages vues. Et ça veut dire que sur la période précédente, qui doit être du 1er janvier au 28 février, ou peut-être même du 1er décembre au 28 février, ben, j'avais a priori 11% de plus. OK? Oui? C'est possible d'avoir un deuxième. Alors, tu ne peux pas nativement en avoir deux. Mais par contre, ce que tu peux faire, c'est créer un deuxième. Exactement, c'est ça. Je vous montrerai, j'ai fait un autre truc encore un peu plus poussé pour faire l'analyse de mes comptes Google Ads. Et j'ai été limité par l'outil qui ne me permettait pas d'avoir des comparaisons comme je voulais. Et donc c'est ça, subterfuge. Tu rends la colonne le plus petit possible, tu mets en transparent et tu gardes juste l'évolution en fait. J'ai une autre question. Oui. Est-ce qu'il tient compte de certains chiffres, de certaines données qui par exemple, quand elles diminuent, c'est une amélioration? Par exemple le taux de rebond. Ouais. Là j'ai mis le taux de rebond, il y a une augmentation de 4,3%, mais du coup il me le met en vert. Alors que c'est pas... Excellente question. Excellente question. Toujours pareil, on va pouvoir personnaliser ce truc-là en allant dans le style. Donc, je vais dans le style. Et ici, statistique de comparaison, il me dit, OK, si on est en hausse, c'est vert, si on est en baisse, c'est rouge. Mais si pour l'indicateur en question, quand ça monte, c'est pas bon, je vais passer en rouge quand ça monte et je vais passer en vert quand ça descend. Et ici, on voit que là, ça descend. Tout à l'heure, j'étais en rouge, maintenant je suis passé en vert. Ça va? Ah oui, c'est parfait. Cool. Donc, ouais, très intéressant. Après, là, on sort un tout petit peu de la formation outils, mais pensez bien que quand vous mettez des données sur un rapport, si vous ne leur donnez pas de contexte,
elles veulent rien dire, on ne peut rien en tirer. Le contexte, c'est ce qui va vous permettre d'avoir l'analyse. C'est très bien, je fais 200 000 de chiffres sur les 30 jours, super, mais je suis à moins 60 par rapport aux 30 derniers jours. Ah ben là, ça m'apprend quelque chose. Mais de savoir la valeur absolue, ça ne m'apprend rien en définitive. Mettez toujours du contexte à vos données. Et les évolutions par rapport aux périodes précédentes ou par rapport à l'année précédente, c'est top comme contexte. Allez, on continue. Appliquer un filtre à ces données. Je vous donne un exemple. Je reviens un peu à mon truc. Vous voyez, par exemple, ici, j'ai les conversions. Mais le truc, c'est que une conversion, ça peut être beaucoup de choses. Ça peut être énormément de choses. C'est nous qui déterminons. Et puis souvent, c'est une boîte à fourre-tout. On va suivre plusieurs actions sur un site. Téléchargement de la brochure, inscription à une séance de formation, j'en sais rien. Il y a plein de choses qu'on va pouvoir suivre sur un site parce que c'est pertinent. Mais là-dedans, moi, ce qui m'intéressait, c'était vraiment de voir la conversion finale, en fait. Les prospects ou les ventes, vraiment le truc final, le truc qui est attendu. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai mis en place un filtre sur le graphe, de manière à ne voir que ça. D'accord? Et par exemple, c'est l'exemple que je vais vous faire voir après. Admettons que j'ai 5 conversions différentes pour un compte Google. Et ben, je vais aller sur le graphe et je vais lui dire, je veux que tu me montres les données uniquement pour les conversions qui sont des prospects finaux. Et finalement, ça va m'enlever beaucoup de bruit et ça va me montrer que ce que j'ai vraiment envie de voir. Alors, on n'est pas gâté aujourd'hui, hein. Entre le bruit dehors, la chaleur dans la salle, je vais essayer d'ouvrir la porte, peut-être pour faire courant d'air. Revendication pour Google, mettre une clim. On en parlait ce matin. Ok, donc je vais dégrouper ça. Hein, de la même façon que je les ai groupés, donc quand je les sélectionne, ils me montrent bien qu'ils sont ensemble, je peux les dégrouper. Donc je les dégroupe, ça y est, ils sont de nouveau indépendants. Puisque je les ai dégroupés, celui-là maintenant va s'appliquer aux 2 et même aux 3. Par défaut, un sélecteur ou une commande de filtrage ou une plage de date s'applique à tous les graphes de ma page. Si j'ai envie de les mettre spécifiques à un, je dois les regrouper. Je répète, je rabâche, mais c'est pour bien que ça rentre. Donc, filtrer. Ici, j'ai une commande de filtre. Je vais pouvoir, une fois que j'ai sélectionné le graphe qui m'intéresse, je vais pouvoir mettre en place un filtrage. Donc quand j'ai cliqué dessus, il m'ouvre une interface par le bas, il me dit ok, bah vas-y, crée ton filtre. Et là, évidemment, ce qu'il me demande, c'est quelles conditions. Tu veux mettre en place un filtre, bah c'est quoi ton filtre? Qu'est-ce que tu veux comme condition? Donc mettons que je lui dise, je vais appeler le filtre trafic mobile seulement, par exemple. Et je vais inclure là-dedans uniquement tout ce qui vient du mobile. Donc je fais une recherche et on a une dimension qui s'appelle catégorie d'appareil. Ensuite, on a toute une série de conditions. Est égal, contient, commence par, expression régulière, etc. Et je vais lui dire mobile. Ce qui est important que je vous dise, c'est que tout ça, c'est extrêmement codifié. Tout ça, c'est extrêmement codifié et structuré. Si là-dedans, vous mettez par exemple est égal à mobile avec un M majuscule, alors que dans Google Analytics, la dimension, c'est mobile avec un M minuscule, ça ne marchera pas. Donc, au début, quand vous allez utiliser ça, vous allez galérer un peu. Vous allez galérer parce que vos filtres, ils ne marcheront pas. Vous devrez aller vérifier dans le Metric Explorer que je vous ai montré tout à l'heure, comment la métrique elle s'appelle exactement et comment elle s'écrit, quelle est la casse. Vous voyez, moi l'astuce que j'utilise, c'est que je mets des regex, parce que les regex elles ne tiennent pas compte de la casse.
en tout cas là-dedans. Et du coup, si je mets mobile avec un M majuscule ou un M minuscule, c'est pas grave, ça marche dans les deux cas. Donc j'ai créé mon filtre et je lui ai dit, je veux que tu me montres uniquement les visites qui proviennent d'un appareil mobile. J'ai appliqué, le graphe a changé et désormais je ne vois là que les visites qui viennent depuis un mobile. Et comment je sais qu'il y a un filtre ? Je le sais parce qu'ici, il m'a rajouté un truc. Trafic mobile seulement. Est-ce que ça va, ça ? Pas de questions ? On peut ajouter une légende graphique qui soit rattachée. On va utiliser l'outil texte où il y a un moyen pour ajouter une légende graphique directement dans cette session. Alors, pour rajouter un titre au graphe, alors, moi ce que je fais, effectivement, je rajoute un texte en dessous. Donc, tu as un outil texte ici. Tu viens te mettre là et puis tu vas pouvoir lui dire ce que tu as envie. Maintenant, c'est pas impossible qu'il y ait la possibilité de rajouter une légende directement dans les options de style. Il faut regarder, après l'un dans l'autre, c'est la même chose. Donc je vais au plus simple et au plus efficace, à peu près toujours. Mais voilà, tu as cet outil texte qui te permet de rajouter du contexte et des explications à côté de tes graphiques. Appliquer un segment à ces données. Donc là, c'est vraiment spécifique à Google Analytics. De la même façon, je reviens sur les données ici. De la même façon qu'on a une box pour le filtrage, on a aussi une box pour la segmentation. Ça veut dire que je vais être capable de mettre en place des segments qui auront été définis d'abord dans Google Analytics. Je vais pouvoir les appliquer, les récupérer et les appliquer sur mes données ici aussi. Qui ne sait pas ce que c'est que la segmentation dans Google Analytics ? Génial. Donc, dans Google Analytics, vous avez des segments par défaut. Vous avez des segments par défaut sur mobile, vient des trafics sponsorisés, vient du référencement naturel, vient du desktop. Tout ça, c'est des segments que Google nous a prédéfinis et nous met à disposition. Donc, on peut filtrer nos rapports avec ça facilement. Et on peut ensuite, c'est même plus qu'on peut, c'est on doit, parce que c'est là où réside la vraie puissance de l'outil, créer nos propres segmentations pour répondre à des questions business. Je me pose telle question, et ben grâce à un segment, on va pouvoir y répondre. Et dès qu'on crée un segment personnalisé dans Google Analytics, instantanément, comme les données sont liées avec Data Studio, on récupère aussi les segments qu'on a créés. Et on va pouvoir les appliquer là-dedans. Donc je vous montre, j'ajoute un segment. Par défaut, j'ai les segments système. Donc c'est tous les mêmes que vous pouvez déjà retrouver par défaut dans Google Analytics. Nouveaux utilisateurs, tous les utilisateurs, site référent, session avec conversion, trafic sur tablette, sur mobile, etc. etc. Et puis, j'ai aussi les segments personnalisés. Donc là, j'en ai plein. C'est tous ceux que j'ai dans mon compte Google Analytics et je vais pouvoir les utiliser si j'ai envie. Mettons que je prenne, j'en sais rien, juste les nouveaux utilisateurs. De nouveau, mon rapport change. Et cette fois, il me montre les visites qui viennent uniquement des mobiles et qui sont uniquement des nouveaux utilisateurs. Vous voyez, on commence à ajouter des couches de segmentation et de filtrage et on commence à être capable de voir vraiment des choses très spécifiques. Et finalement, ça fait aussi partie, et de plus en plus, des choses que je fais, où on va mettre en place des dashboards déjà préfabriqués pour que les utilisateurs finaux, ils n'aient pas à aller chercher dans les outils, etc. Ils ont une interface dans laquelle ils ont les informations qui les intéressent et uniquement celles-là. Et ils peuvent jouer avec s'ils ont envie, avec les sélecteurs, les filtres, etc. Et finalement, on gagne énormément de temps et on a de l'information segmentée, déjà pré-réfléchie dans une interface où on a juste à aller regarder et à faire joujou avec.
ces filtres-là et ces segments? Parce que ça apparaît nulle part. En fait, si on n'est pas dans la console, on ne voit pas comment la personne est informée que là, sur ce chiffre-là, Ouais. c'est un texte simplement pour rajouter. Alors, nous, on le voit là-dedans, mais effectivement, si tu passes sur la vue, l'utilisateur, lui, il ne sait pas. Donc après, on en revient à ce qu'elle disait, finalement, est-ce qu'on ne mettrait pas une légende en dessous? Voilà, s'ils sont faits pour toi, tu le sais, il n'y a pas besoin, mais par contre, s'ils sont faits pour quelqu'un d'autre, effectivement, avoir une légende, ça a du sens. De toute façon, là c'est pareil, je reprends un tout petit peu de recul et je reviens sur les rapports. Dans un monde parfait, les rapports, il y a peu ou pas de données dessus. Il y a juste des constats, recommandations. Parce qu'un rapport, il doit mener à l'action. Dans un monde parfait, c'est ça. Dans le monde actuel, réel, c'est jamais ça. Les gens veulent des graphiques, veulent des données, des machins, mais ils ne savent pas les lire, puis ils ne savent pas quoi en faire. Et puis finalement, ils regardent ça, puis ils posent des questions un peu inutiles ou complètement à côté de la plaque, en se focalisant sur un détail, alors que l'essentiel, il est ailleurs. Donc, notre job aussi, c'est de pouvoir amener les gens sur des recommandations. Tu as un rapport, voilà ce que moi j'ai vu, c'est moi le spécialiste en analyse, voilà ce que j'ai vu, voilà ce que je propose, on va tester et on va mesurer le succès sur la base de ça. Voilà. Et puis soit on a raison, soit on a tort, et on avance comme ça. Les rapports sont des recommandations d'action normalement. Et demi sur celle d'après. Bon, déjà, il ne tombe plus, c'est cool. Bon, de toute façon, on arrive gentiment aussi vers la fin. Alors, je vous en parlais tout à l'heure. Du coup, je vous ai déjà expliqué pas mal de choses là-dessus. Vous pouvez arriver à quelque chose comme ça assez facilement. On détermine les indicateurs clés pour les différents comptes. On va leur mettre une ligne de tendance ou pas, ça c'est vous qui décidez. Et puis ensuite, on va pouvoir mettre des boîtes de filtrage au-dessus. Ça c'est un truc dans lequel je vais tous les jours ou tous les 2 jours. C'est ce qui me permet d'aller vérifier qu'il n'y ait pas de trucs qui déconnent dans un compte. Et puis, je veux dire, j'ai beaucoup de comptes. Je ne peux pas me connecter tous les jours à tous les comptes, c'est évident. Donc, j'ai besoin d'un outil de monitoring. Et ce truc-là, il est parfait pour moi. Excellent. J'ai à peu près tout ce que j'ai besoin de savoir. Où est-ce qu'on en est en absolu, où est-ce qu'on en est en tendance, où est-ce qu'on en est par rapport à la période précédente. Donc ça, évidemment, je vous invite, si vous avez plusieurs choses à monitorer, si vous faites un petit peu... si vous avez plusieurs comptes Google Ads ou plusieurs trucs à gérer, vous devez absolument faire ça. Même si vous faites de la pub Facebook, par exemple, vous pouvez tout à fait créer la même chose. Vous pouvez créer la même chose. Il vous suffit juste de connecter vos données avec un connecteur comme Supermetrics, on en parlait tout à l'heure, et vous faites la même chose pour vos données Facebook. Si vous faites du SEO et que vous avez plusieurs comptes clients, vous pouvez faire la même chose avec des données Google Search Console. Vous voyez ? Le tout, c'est de monitorer. C'est ce que je dis la plupart du temps. En fait, ça mitige les risques. Avoir beaucoup de trucs à gérer, c'est pas grave en soi, tant que c'est monitoré correctement. Donc ça, c'est le premier cas d'utilisation. Et puis, le deuxième cas d'utilisation, donc là, on est dans quelque chose de déjà beaucoup plus complexe. Ça, c'est mon outil à moi d'analyse de mes comptes. Je l'ai appelé dashboard de diagnostic rapide. J'en parle un peu pour ceux qui éventuellement auraient lu un de mes articles, le dernier notamment. J'en parle et j'explique comment ce truc-là, il me fait gagner. En gros, j'analyse tout, c'est mon métier. Je préfère vous dire, je sais tout ce qui vous êtes. Bref. Mon travail, c'est 60% d'analyse et c'est 40% de production. Je regarde, j'analyse, j'interprète, je déduis des actions et je mets en place les actions. J'ai décomposé l'intégralité de mes processus de travail et j'en suis arrivé à cette conclusion. 60% du temps sur l'analyse, 40% sur la production. Sur l'analyse, ce truc-là me fait gagner la moitié du temps. Donc en gros, je gagne 30% de mon temps global grâce à cet outil-là, pour plein de raisons. Parce que je n'ai pas à me connecter dans tous les comptes, parce que ça va beaucoup plus vite, parce qu'au lieu de devoir jouer, segmenter, regarder 15 millions de rapports, attendre que la page se charge, j'ai tout ici. Tout a été réfléchi. Là, il y a au moins 30 itérations. Au fur et à mesure, il y a un truc où je me dis, tiens, j'ai pas ça, c'est dommage. Et finalement, je le mets en place là-dedans. Donc, là, on a des segmentations globales, d'accord ?
Campagne, groupe d'annonces, mots-clés, score de qualité pour ceux qui connaissent Google Ads, type de campagne, appareil, les plages de date. Ici, mon sélecteur. Je vous ai montré tout à l'heure un sélecteur Google Analytics. Mais là, vous voyez, c'est un sélecteur Google Ads. Donc, j'ai tous mes comptes là-dedans. Je peux les prendre les uns après les autres. Le template ne bouge pas. Seules les données bougent. Et puis ensuite, j'ai mes indicateurs clés avec des graphes en conséquence. Ici, donc là, j'ai aussi mes comparaisons temporelles. Moi, j'aime beaucoup ça. Et comme je vous disais, je vous invite à avoir des trucs pareils pour avoir du contexte. Ici, je vais avoir des associations d'indicateurs qui, d'après moi, sont pertinents. C'est intéressant de les regarder ensemble. Rappelez-vous, le contexte. Des données sans contexte, elles ne servent à rien. On ne peut rien en tirer. Donc, vous devez donner du contexte à vos données. Des indicateurs qui sont ensemble parce qu'ils ont du sens. À court terme, 30 jours. À long terme, 13 mois. Et comme ça, vous voyez, le rapport, il est très long. Mais vous inquiétez pas que même s'il est très long, ce n'est pas une usine à gaz et on s'y retrouve très facilement. J'ai tout à un seul endroit. Et ça reprend tout ce qu'on a vu avant. Associer plusieurs courbes, d'accord? Ça, je ne vous ai peut-être pas montré, je vous montre comment on fait tout de suite. Donc si je viens là-dedans, là j'avais modifié tout à l'heure, je vous ai dit c'était les pages vues, mais on peut aussi changer et mettre ce qu'on veut ici. Eh bien, c'est vrai et on peut en ajouter d'autres. Vous voyez, si je viens ici et que j'ajoute un autre truc, je mets un truc qui n'a pas de sens, c'est juste pour vous montrer. Ah. Bon, on va essayer de trouver un truc qui a du sens pour qu'il y ait quelque chose à l'écran. Voilà. Donc j'ai mis une deuxième courbe, et puis si j'ai envie, comme j'ai fait tout à l'heure, je vais dans le style. Ici, j'ai la série numéro 1, d'accord? La série numéro 1, si je vous montre dans les données, le numéro 1, c'est celui-là. Ensuite, j'ai les paramètres de style pour la série numéro 2. La série numéro 2, c'est celui-là. Si j'en avais 15 en dessous, j'aurais série numéro 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 jusqu'à 15. Et je vais pouvoir modifier, admettons que la deuxième, je la veuille, j'en sais rien, en jaune. Alors attendez, je vous ai dit des conneries. Non, je ne vous ai pas dit de conneries, c'est ça. Là, on a modifié les pages vues. En fait, il y a plus de pages vues que de sessions, c'est évident. Donc, j'ai modifié la série numéro 2 et j'ai un graphe à deux couleurs. Quand on a des indicateurs qui sont à corréler ensemble, ça fait du sens de les avoir ensemble sur une courbe, puis de mettre des couleurs différentes. Vous voyez? Qu'est-ce que je dois vous dire d'autre? Ça, c'est un truc, c'est pareil. Ici, ça, c'est un truc qu'il n'y a pas dans Google Ads. Et c'est un truc qui manque énormément. Et c'est un truc que j'ai réussi à mettre en place ici. C'est ça aussi, ça me fait gagner beaucoup de temps. Donc là, j'ai qu'une campagne, donc c'est pas représentatif, mais j'ai pas trop envie de vous montrer, pour des raisons de confidentialité, d'autres comptes, etc. Mais admettons que j'en ai plusieurs. En fait, mes différents indicateurs ici, je dois peut-être pouvoir vous faire voir sur des groupes d'annonces, ça craint rien. Voilà. Là, tout est en pourcentage. C'est le pourcentage du total. D'accord? Donc là, j'ai les clics, là, j'ai les coûts, conversion, valeur, d'autres indicateurs. Et en fait, tout est classé par coût et me permet d'aller en premier dans ce qui coûte le plus cher. Et ce qui coûte le plus cher, si je l'améliore, c'est là où je vais avoir le plus d'impact. C'est un peu ce que j'expliquais à Performance Web la dernière fois. Mon job, je suis indépendant et je suis à la performance. Mon job, c'est d'aller le plus vite possible et de taper là où ça fait le plus mal pour qu'il y ait le plus d'impact possible en y passant le moins de temps possible. Ça, c'est mon challenge de tous les jours. Comment je fais ça? Je mets en place un outil qui me montre où est-ce que je dois aller taper, tout simplement. Donc, avec Data Studio, on est capable aussi de faire des tableaux comme ça. Je vais peut-être essayer de vous montrer aussi. Donc, ajouter un graphique. Les tableaux, ils sont là. Vous voyez, vous en avez plusieurs. Tac, je viens ajouter ici. Alors, par défaut, je ne sais pas trop ce qu'il m'a mis. Les pages vues par support, ok, admettons.
je vais avoir la possibilité, donc vous voyez, de mettre en place un tri par défaut. Par défaut, est-ce que tu tries par ordre alphabétique du support ou est-ce que tu tries en fonction du nombre de pages vues? Est-ce que tu mets en premier là où il y en a le plus ou là où il y en a le moins? Tout ça, c'est des choses qu'on peut définir. Toujours pareil, au niveau des données ici, là, on va pouvoir ajouter un tri secondaire. Là, on a le tri principal et on peut définir si c'est par ordre croissant ou décroissant. Qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre? J'ai la possibilité, comme je vous ai montré ici, de pouvoir avoir une comparaison, un delta de variation par rapport à la période précédente, pour chacune de mes lignes. Donc là, j'ai des petits indicateurs avec les pourcentages de différence, soit en rouge, soit en vert, et rappelez-vous, on peut modifier ça pour inverser l'ordre si jamais c'est pertinent d'inverser l'ordre. Donc ça, je vous en ai parlé. Ok. Qu'est-ce qu'il nous reste à voir ensuite? Avant de passer à la suite elle est un peu plus conceptuelle. Est-ce que sur la pratique là-dessus, il y a des questions? Est-ce qu'il y a des choses que je n'ai pas abordées, que vous aimeriez que j'aborde? Est-ce qu'il y a des questions spécifiques auxquelles je pourrais répondre? Oui. Dans la section de source, on peut faire du data blending. J'y viens après. J'y viens juste après. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Ah, on n'y accède pas à celui-là. On n'y accède pas, c'est à moi. Je n'ai pas encore décidé de le partager dans la galerie. Il y a beaucoup d'interrogations. J'en ai fait un article il n'y a pas longtemps. Il y a énormément de gens qui voudraient avoir accès. Je ne sais pas encore si je donne accès ou pas. Je réfléchis. Pour l'instant, ce n'est pas disponible. Mais ce n'est pas difficile à faire. Hein. Vraiment, finalement, par rapport à tout ce qu'on a vu là ce matin, avec ce que je vous ai montré, vous avez déjà la capacité de faire un truc comme ça. Honnêtement, en 10 minutes, vous avez fait la page 1, puis après, c'est des copier-coller des autres pages, puis tu changes juste la source de données pour les différents trucs. Ouais, voilà, tu fais un nouveau rapport, tu le paramètres. Il y a un truc que je ne vous ai pas montré. En fait, si vous regardez un peu, par exemple, celui-là, on se rend compte qu'il est hyper long. Comment on fait ça? Ça, je ne vous l'ai pas montré. Quand vous cliquez sur la feuille, d'accord, là j'ai cliqué vraiment sur rien du tout, je suis sur la feuille globale, bah là c'est pareil, je vais avoir des options de mise en page, et puis je vais avoir notamment la possibilité de paramétrer la taille. Vous voyez, si j'ai envie que le truc il soit hyper long, je vais pouvoir venir ici, par défaut on est à 900, je lui dis 2000 et ma page elle a augmenté. D'accord, ça c'est important. Ouais, pour finir ce que je disais, tu fais des graphes, tu mets un indicateur, tu mets une ligne de tendance, tu mets des sélecteurs au-dessus, tu les appliques, tu les regroupes tous ensemble. Ensuite, tu peux changer en masse, tu prends je ne sais pas combien de sélecteurs, puis tu changes leur source de données en une fois, donc tu gagnes beaucoup de temps. Et puis voilà, et puis finalement, tu te mets pour tes comptes et tes trucs que tu as à suivre les uns en dessous des autres, tu as une page qui est complète, et puis tu copies les pages les unes après les autres, puis tu as juste à modifier les sources de données. Et franchement, en une demi-heure, le dashboard de monitoring, là, il s'est torché-bâché. Ouais. Et c'est un bon exercice pour pratiquer. Une fois que vous avez fait un truc comme ça, après c'est bon, vous êtes à l'aise avec ça et vous pouvez faire à peu près tout et n'importe quoi. Il y a des utilisations un peu plus avancées, on va en parler maintenant. Moi l'objectif c'était de vous montrer les bases et d'emmener tout le monde et que vous compreniez comment ça fonctionne. J'espère que pour ça c'est réussi et que c'est plus clair pour vous. C'est pareil, je prends ça pour un oui. Ok, des cas d'utilisation infinie. Bah, je rentre un peu en mode geek. Après, j'en ressors. Mais j'aime bien la technologie et puis j'adore bidouiller. J'ai jamais été développeur, mais j'ai codé des sites. Alors bon, un vrai développeur, il rentre là-dedans, il se tire des balles en disant c'est pas du tout académique. Non, je sais, mais ça marche. Bref. Des cas d'utilisation infinie. Alors, il y a un truc qui s'appelle Zapier. Je ne sais pas si vous connaissez. Si vous ne connaissez pas, je vous explique brièvement. C'est un espèce d'outil qui est, comment dire, une pièce centrale qui va faire parler plein d'outils entre eux. Il va faire le pont, d'accord? Je vais par exemple prendre, j'en sais rien, Google Analytics et puis Google Sheet, et puis je vais mettre ce truc-là entre les deux.
Alors en l'occurrence, il y a un plugin pour Google Sheet, mais admettons que ça n'existe pas. Je vais mettre Zapier au milieu, et Zapier, il va aller extraire des données d'Analytics et puis les mettre de manière structurée dans Google Sheet, par exemple. J'ai un logiciel de time tracking. Je traque tout mon temps, j'analyse, vous vous rappelez, hein, je fais des graphiques et tout, c'est génial. J'exporte avec Zapier, j'exporte les heures que je passe par client, etc. Je les exporte dans un truc qui s'appelle Airtable. Airtable, c'est un espèce de Google Sheet puissance 15. C'est assez nouveau, je vous invite, si vous êtes curieux, à aller vous renseigner, c'est un truc de fou. Bref, et je vais remplir des bases de données en fonction des mois, des clients, des temps passés, des tâches, etc. Puis après, derrière, je vais être capable de faire des analyses ultra facilement. Alors que par défaut, l'outil de time tracking pour faire de l'analyse, il n'est pas top. Donc je vais combler une lacune et utiliser un autre outil qui est meilleur, et je vais mettre Zapier au milieu. Zapier, il fait parler les outils les uns avec les autres. On parle de plus de, je sais plus, 1000 ou 1200 outils connectables. Vous pouvez connecter tout avec tout. Et vous n'avez plus besoin de faire du code si vous savez comment utiliser ce truc-là. C'est une révolution. On est à l'époque du no-code. D'accord ? On a des pouvoirs de développeur sans avoir à être développeur. C'est extrêmement puissant. Donc on peut, à partir du moment où on est capable d'envoyer des trucs de manière structurée dans un Google Sheet, eh ben on va pouvoir le connecter à Data Studio, qui est un connecteur natif, et on va pouvoir faire de la visualisation. D'accord ? Donc, il n'y a aucune limite. Il n'y a aucune limite. On peut prendre n'importe quel outil qu'on utilise, presque à coup sûr, il est disponible chez Zapier, et on va pouvoir exporter là-dedans et visualiser dans Google Sheet, dans Data Studio. Puis avec ce que je vous ai montré, les filtrages, les segmentations, on va pouvoir même faire de l'analyse. D'accord ? Je referme la parenthèse geek, mais vraiment, il y a les seules limites, c'est l'imagination. On peut faire ce qu'on veut, c'est excellent. Ensuite, il y a quand même des fonctionnalités qui sont avancées. On va pouvoir, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, le data blending, c'est le fait de combiner des sources de données ensemble. Admettons que j'ai envie de combiner, donc là, dans l'exemple que j'ai choisi, là, je vous montre, d'accord ? Si je viens ici, là, je choisis la source de données et en dessous, j'ai un bouton qui dit « Combiner les données ». Combiner les données, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on va être capable de prendre deux sources de données différentes. Ici, je prends les données Search Console. Search Console, pour rappel, c'est un produit gratuit de chez Google qui va vous donner des informations par rapport à votre site sur le trafic qui vient du référencement naturel. D'où est-ce qu'ils viennent, les mots-clés qu'ils ont tapés, quelle page ils ont visité, quel appareil ils ont utilisé, etc. C'est vraiment un outil dédié au référencement naturel. Et puis on va vouloir combiner ça avec des données analytics. Mais pour les combiner, on a besoin d'une clé qui soit identique des deux côtés. C'est la seule condition. Et finalement, la date c'est toujours une valeur qui est similaire partout. Si j'ai envie de coupler des données Google Ads à des données Facebook, les deux, elles ont des dates du jour, c'est évident. Donc je vais commencer à pouvoir blender les deux, les raccrocher, les mixer en fonction de la date. Et sur un même graphique, je vais être capable de regarder, j'en sais rien, les clics AdWords et les vues de vidéos sur Facebook, et me rendre compte que plus j'ai de vues vidéo, plus j'ai de clics AdWords, parce que les gens recherchent ma marque parce qu'ils m'ont vu sur Facebook. Ça, c'est une analyse que je suis capable d'avoir, juste en liant les données ensemble. Je vous ai mis aussi quelques liens pour approfondir. Le support Google, il est top. C'est pas toujours, mais là, en l'occurrence, pour cette fonctionnalité, il est top. Et puis un article aussi d'une copine qui va assez loin, qui explique, donc c'est intéressant. Deuxième fonctionnalité avancée, les champs calculés. Vous vous rappelez, quand on crée une source de données, le premier écran qu'on voit, c'est la liste de tous les champs. Qu'est-ce qu'on va pouvoir utiliser pour mettre dans nos rapports ? Eh bien, sur la base des champs disponibles, on va pouvoir en créer des nouveaux, en faisant des calculations et en faisant des formules. Donc, je vous montre où ça se joue. Si j'arrive à aller au bon endroit. Ici, je suis sur un graphe
je peux sélectionner, donc je peux sélectionner ici ce que j'ai envie d'afficher là, mais je peux aussi le sélectionner ici, ça c'est la liste de tous les champs. Et je vais pouvoir créer un nouveau champ. Je clique là-dessus et il va m'ouvrir l'interface que je vous montrais dans les slides juste avant. Il va me dire, ok, tu veux créer un champ, qu'est-ce qu'on fait? Donc on va pouvoir prendre un champ et un autre champ, les multiplier ensemble si on a envie, les additionner, les soustraire. Donc ça, c'est des choses relativement simples. Et puis on va pouvoir aller même encore plus loin et faire une espèce de segmentation avancée directement là-dedans. Là, on est vraiment dans un cas avancé, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais je vais vous montrer un exemple parce que c'est des choses que je fais aussi. Et vous allez comprendre l'intérêt par l'exemple. Donc là, c'est pareil, je vous ai mis aussi des ressources si vous avez envie d'aller plus loin. Maintenant, un exemple. J'ai un client, il fait du e-commerce, mais il ne fait pas du e-commerce de manière classique. Il n'a pas, enfin si, il a une boutique, un Magento classique, mais il a bien compris que le e-commerce, c'est pas par là forcément qu'on a les meilleurs résultats. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il crée des landing pages copyrightées, des landing pages qui font 1 km de long, mais je peux vous garantir qu'elles marchent 5 ou 10 fois mieux que le site Magento. Et sur la base de ces landing pages, il a un tunnel de vente derrière, donc il y a la landing page avec l'argumentaire, les produits, les avantages, blablabla, blablabla. Il a un bouton pour aller, pour passer à la caisse. Là, il arrive sur un système de funnel avec, on renseigne les coordonnées, funnel classique. Et le problème, c'est que la manière dont son analytics a été mise en place, on ne pouvait pas segmenter ça. On ne pouvait pas voir ça, malheureusement. On ne pouvait pas le voir de manière rétrospective. Donc évidemment, moi je suis intervenu, je leur ai mis un analytics comme il faut. Maintenant, à partir du jour où ça a été fait, ces données-là, elles sont accessibles et elles sont dans leur rapport, il n'y a pas de problème. Mais pour l'analyse des données historiques, parce qu'il y a énormément de données historiques, on voulait quand même pouvoir se donner une idée. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Je leur ai créé un funnel. Et en fait, ça c'est un champ calculé sur lequel j'ai mis en place des conditions. J'ai regardé l'URL de la page et j'ai mis des conditions en place. Si l'URL est égale au nom de la landing page, landing page. Si l'URL est égale au funnel 1, au bon de commande, tac, deuxième. Si c'est égal à la page de confirmation, troisième. Et finalement, j'arrive à avoir mon funnel ici sous forme de chiffres, ici sous forme graphique, le tout segmentable à souhait. Je peux segmenter par à peu près tout ce que je veux. Et ça, c'est des données qui ne sont pas accessibles vraiment autrement, en fait. Donc c'est là où je vous dis qu'on est capable vraiment d'analyser et d'aller très loin dans Data Studio. Ce n'est pas seulement un outil de visualisation, c'est un outil qui va nous permettre de faire de l'analyse extrêmement poussée dans une interface qui est conviviale. Et donc, juste pour la forme, pour les curieux d'entre vous qui auront envie d'aller plus loin, je vous ai mis la formule que j'ai utilisée pour créer mes funnels. Comme ça, vous voyez exactement comment c'est fait. La seule chose que j'ai floutée, évidemment, pour des raisons de confidentialité, c'est l'URL, mais la seule chose à comprendre, c'est, ok, c'est la page, donc la page, c'est l'URL, et vous voyez, je fais des cas. Quand la page correspond à ça, alors tu appelles ça vu la landing page. Si la page est égale à ça et que la page contient ça, alors c'est le bon de commande. Si la page contient, sur le même principe, ça veut dire achat validé, et c'est comme ça, finalement, que d'une seule métrique, on arrive à créer des trucs comme ça. Ça va? 10h23, ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Partager ces rapports, évidemment. On avait dit qu'on en parlerait. Bon, il n'y a pas énormément de choses à dire quand même. On va avoir la possibilité de donner un accès. D'accord? Donc ça, je vous montre dans l'interface. Ça se passe ici. Il faut que je ferme ça déjà. Donc là, on va pouvoir partager. Donc on a la possibilité, je veux dire, pour ceux qui connaissent Google, la suite Google, Docs, Sheet, etc., c'est la même chose. Donc on peut donner un accès en modification ou en lecture seulement. On va avoir des paramètres de partage avancés. Donc là, vous pouvez ajouter directement des personnes qui auront accès spécifiquement. Vous pouvez faire à peu près ce que vous voulez. Vous pouvez, vous voyez, vous avez des éditions avancées, empêcher les éditeurs de modifier les autorisations. Donc vous avez quand même une finesse de partage qui est intéressante.
Vous avez aussi la possibilité, c'est où? C'est là. Voilà, hop, si je clique là-dessus, vous avez la possibilité d'envoyer un email, puis vous pouvez planifier des dates et des répétitions, des occurrences. Ok, est-ce que c'est tous les jours, toutes les semaines, tous les mois, à qui je les envoie, à quelle heure. Donc ça, c'est pareil, c'est bien pratique aussi. Et puis dernière chose, les options d'intégration et d'export, je l'ai abordé tout à l'heure, donc je ne vais pas faire trop long là-dessus, mais c'est bien pratique de pouvoir les télécharger en PDF. À une époque, au début, ce n'était pas possible. Et puis, on a toujours quelques clients qui, aussi incroyable que ça puisse paraître, ils n'ont pas de compte Google. Donc, on leur envoie le lien Data Studio, mais ils ne peuvent pas voir le rapport parce qu'ils n'ont pas de compte Google. Puis, ils n'ont pas envie d'en faire un. Donc, l'idéal, c'est de pouvoir exporter en PDF. Alors, évidemment, si on exporte en PDF, le rapport, il est plus dynamique. On ne peut plus le modifier. C'est figé. Mais c'est mieux que rien. Et puis, dernier point, on va pouvoir intégrer le rapport sur un site web, j'en parlais tout à l'heure. Il y a un dernier truc que je vous montre, c'est pour l'exemple, c'est assez novateur, c'est des gens que je connais aussi qui ont fait une présentation au SMX il n'y a pas longtemps, et en fait, ils ont fait leur présentation sur Data Studio. Ils ont dit, non, PowerPoint, tout ça, il y en a marre, on est aussi capable de faire ça sur Data Studio. J'ai trouvé ça très novateur comme concept. Donc voilà, ils ont fait leur présentation sur Data Studio. Alors après, le risque, c'est évidemment, s'il y a un problème de Wi-Fi ou de réseau, ça peut être problématique. Mais par contre, ça a aussi des avantages parce qu'on va être capable d'avoir des choses avec lesquelles on va pouvoir interagir pendant qu'on est en train de faire la présentation. Enfin, ça en jette. C'est quand même vachement mieux qu'un PowerPoint tout figé qui ne bouge pas. Voilà, donc c'est pour vous montrer à quel point cet outil, on peut l'utiliser pour faire plein de choses. Analyse, présentation, on peut faire ce qu'on veut. Et je ne crois pas m'avancer, je ne crois pas vous dire de conneries. Je crois aussi qu'on peut mettre du tracking dedans. Par exemple, là, il a un analytics et il sait que je vais sur sa présentation. Et il traque les gens qui vont sur sa présentation. Donc, vous voyez, c'est extrêmement puissant. Par exemple, si je fais un PDF ou un SlideShare, les gens qui le téléchargent, je peux savoir, mais je peux pas aller plus loin dans l'analyse, alors que finalement, si je faisais des trucs comme ça au lieu de faire des présentations PowerPoint, il faut que je m'y mette peut-être, je pourrais avoir un niveau d'analyse encore plus loin. Voilà. Je pourrais même faire du reciblage, enfin bref. Et puis je crois que c'est à peu près tout. Voilà.